One, and left, face. Order, all. Forest, rest. L'honneur de nous accueillir ici à Grosseuvre devant le monument aux morts. Merci aux représentants des forces d'être présents avec nous. Et merci au comité des fêtes d'avoir organisé ce grand week-end de commémoration. Nous sommes réunis pour une cérémonie qui va se passer en plusieurs moments. Il va y avoir des dépôts de gerbe, il va y avoir la sonnerie d'honneur, la minute de silence, l'hymne américain, l'hymne français, où nous espérons que tout le monde, excepté les gens sous les ordres, que tout le monde chantera notre hymne. Ensuite, il y aura la clôture de la cérémonie ici et s'en suivront des discours devant la mairie. Good, attention! Réponse de gerbe de la part de Madame Léonard. Repos. Good. Forest, rest. Good. Attention. Present. Home.
You see by the dawn early light what so proudly we had at the twilight last evening, with the sun and bright stars through the perilous fight, where the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets were glad, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Aux enfants de la patrie, un jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Et nous allons terminer cette cérémonie par le chant des partisans. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. T'es la mine des Andés, des collines, camarades. T'es la paille, des îles, la mitraille. Et puis hier, au futon, Saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. c'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens ouvrent les lignes font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Si ça
c'est ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il pense. Ami, si tu tombes, Mon ami, selon mon place. demain du sang séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les Les bruits sourds du pays, non, je chaîne. Amis, entends-tu le vol voir des corbeaux sur nos plaines? Les 80 ans de la Libération. Cette troisième édition est le fruit d'un travail à long terme et qui a donné aujourd'hui un résultat spectaculaire avec la présence du Charles Sherman, avec la conférence donnée hier par M. Filosa, qui a vécu la Libération en 1944 alors qu'il avait que 10 ans, et par la scène de reconstitution qui se tiendra cet après-midi. Ce travail acharné nous a également conduit à être labellisé comme événement national pour les 80 ans de la Libération par M. Barbe, préfet de l'Eure. Les membres du comité se joignent à moi pour remercier l'équipe municipale, sans qui nous n'aurions pas pu faire de ce jour un événement aussi abouti. Ils nous ont accordé une subvention exceptionnelle et nous ont apporté leur soutien logistique et administratif. Merci à Évreux représenté par M. Legrand pour le prêt du matériel, mais également pour la subvention qu'il nous a accordée. Merci également à tous nos sponsors. Le Grand Sylvain, TPSP Prévention, Kervelen, Team Rénovation, Unibet, SDM A27, GP Pro Chauffage, Lacom Couverture, Concept Pierre, Store et Fermeture de l'Eure, SJ Ventilation Normande, SARL7, Home Carrelage Service, LPA 27, Auto Andrésienne, Pavillon Fleuri, c'est pour passer le temps. SARL Farge, des navettes, SDPSI Formation, l'atelier de Macha, MFTP Terrassement, et le pressoir de Normandie et la ferme Saint-Ozanne, pour l'aide, qu'elle soit financière ou matérielle. Merci à toutes les associations d'avoir répondu présentes pour ce week-end. La 30e Memory Club, la 30e Infanterie Division, la 70e Memory Group, le GRM 40, l'ARG, Trio Musette, le VMRM, HCVA. Enfin, merci à tous mes membres, tous mes collègues du comité des fêtes, pour l'aide apportée en amont et pendant ce week-end, car sans eux, nous ne pourrions pas vous offrir ce spectacle. Merci Michael. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, messieurs les gendarmes, monsieur le commandant de la base 105. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui le 7 juillet 2024 pour commémorer le 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Un événement qui a marqué un tournant crucial de la Seconde Guerre mondiale. En ce jour,
Nous honorons la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté, la paix et la démocratie. Le 6 juin 1944, les plages de Normandie ont été le théâtre d'un des plus grands exploits militaires de l'histoire. Des milliers de jeunes soldats venus des quatre coins du monde ont débarqué sous le feu ennemi avec une bravoure inégalée. Parmi eux, des hommes comme Clifford Porter qui, à bord de sa barge de débarquement, a vu de près la mort et la destruction sur la plage d'Omaha. Je vous fais part de son récit. À cette époque, j'étais un matelot à bord de la barge de débarquement LCI, numéro 516. Nous avons traversé l'Atlantique de janvier à février 1944. Pendant 18 jours de traversée, entre février et juin 1944, nous avons passé la plupart du temps à nous préparer et à nous entraîner pour le grand jour, le jour J. Le 5 juin 1944, nous avons quitté le port anglais de Portsmouth à 22h30 et nous avons pris la direction d'Omaha Beach. Nous devions débarquer les troupes d'assaut sur le secteur de la plage d'Easy Red. Notre LCI appartenait à un convoi de plusieurs LCI qui devaient débarquer leurs troupes en même temps. Après une traversée de la Manche plutôt mouvementée à cause de la tempête, nous sommes arrivés au large de la plage vers 6h30 alors que le bombardement de la côte et le débarquement étaient déjà en cours. Mon poste était celui de tireur d'un canon de 20 mm situé sur la proue du navire. De là, je pouvais très bien voir ce qui se déroulait devant notre barge de débarquement. J'ai vu la mort et la destruction de près ce matin précis. Nous avons essayé plus d'une fois de nous frayer un chemin vers la plage. Ainsi, il ne nous fut jamais utile de libérer l'ancre. Nous n'avions qu'à lancer les moteurs à plein régime en marche arrière pour nous éloigner de la plage. Notre rôle était de transporter les soldats depuis les navires stationnés au large jusqu'au rivage. Mais alors que certains LCI de notre convoi avaient commencé leur débarquement, d'autres essuyaient des tirs de canon et des obus et étaient touchés, ne pouvant plus avancer. À partir de ce moment précis, l'état-major décida de ne plus utiliser les LCI pour débarquer les fantassins et de laisser le travail aux barges plus petites de type LCBP, certainement plus difficile à atteindre pour les artilleurs allemands. Il fut tout particulièrement difficile de sécuriser la plage d'Omaha pour nos fantassins. En soirée du 6 juin 1944, nous avons fait route jusqu'au secteur britannique de Gold Beach, puis, en début de nuit, nous sommes retournés à Portsmouth pour y embarquer 200 soldats anglais. Le lendemain matin, nous les avons débarqués à Gold Beach après une nouvelle traversée de la Manche. Notre navire est resté bloqué sur le sable par la marée descendante pendant que nous débarquions les Tommies, ce qui nous donna un peu de temps pour aller sur la plage avant de reprendre la mer. J'ai ainsi pu me rendre au sommet des dunes, dans un bunker où j'ai récupéré un casque allemand. Le long de la plage, j'ai pu voir les rangées de soldats canadiens tués au combat et qui attendaient d'être enterrés. Son récit nous rappelle la violence des combats et le courage inébranlable de ceux qui ont tout donné pour libérer l'Europe. Nous voulons également nous souvenir de Louis Sénoville, un jeune Normand de 21 ans qui a vu des parachutistes américains descendre près de sa maison. Je travaillais dans la ferme de mes parents, au lieu dit la Croix Capée et qui porte aujourd'hui le nom de la Croix de Méotis. Les Allemands n'occupaient pas notre ferme, mais ils venaient demander du ravitaillement pendant l'occupation. En 1943, je devais présenter pour le STO, le service de travail obligatoire.
J'ai refusé d'y aller et je suis donc restée à la ferme de mes parents sans jamais sortir de chez moi, ce qui me dérangeait pas beaucoup du fait que nous avions été élevés loin de la ville. J'ai peu de souvenirs de la nuit du 5 au 6 juin 1944, sauf le fait qu'il y avait eu des bombardements assez intenses, mais nous étions habitués à en entendre de temps à autre. Par contre, je me souviens de la bataille de 40 ans, qui faisait un bruit terrible. Pendant et après la bataille de 40 ans, des réfugiés civils sont arrivés chez nous, à la Croix-Capée, une centaine peut-être. Il y avait parmi eux des blessés très sérieux. Cela a continué toute la semaine. Nous avons vécu avec eux en mangeant du beurre, du pain, que je faisais moi-même dans la ferme d'à côté pour nourrir tout ce monde-là. Les 3/4 des réfugiés venaient de 40 ans et remontaient par la rue d'Olgat. Il y avait toutefois des personnes qui venaient d'autres endroits. Je me souviens d'un type que nous n'avons jamais revu qui venait de Bretagne. Nous connaissions beaucoup de personnes parmi les réfugiés. Ils logeaient dans les communs de nos fermes, les champs ou d'autres endroits. Il y en a parmi eux qui avaient peur alors qu'ils couchaient dans les écuries. Nous avions fait un abri au fond du jardin à droite, proche de la pièce de terre à côté. Notre abri était à hauteur d'homme et était recouvert de buissons avec de la terre par-dessus. Mais nous ne pensions pas que nous serions bombardés. Un jour, un avion est passé. Je pense qu'il s'agissait d'un avion de reconnaissance. Il est passé et repassé plusieurs fois au-dessus de la maison. Nous lui faisions des signes pour montrer qu'il y avait des civils. Quand les premières bombes obus ont éclaté, tout le monde est descendu dans l'abri. En tout cas, ceux qui voulaient y aller. Moi, je n'y suis pas allée car je n'avais pas peur. Les Américains ont d'abord fait un tir de barrage, tuant les Allemands qui étaient en position juste en face de notre ferme. Ils s'étaient positionnés le long de la haie. Puis, un second tir est venu sur nous, tout proche de l'abri. Un arbre énorme qui se trouvait au bout du jardin a été coupé en deux. C'est à ce moment qu'il y a eu des blessés parmi les réfugiés chez nous. Ceux qui ont pu sortir de l'abri sont tous revenus à la maison, vite fait, à travers le jardin. Il y avait une jeune fille qui était blessée à la tête. C'est moi qui ai descendu la chercher dans l'abri. Elle s'appelait Paulette Noret, une cousine de ma femme. Elle avait un éclat dans la tête. Les Américains l'ont emmenée dans leur tente, mais ils l'ont ramenée entre des planches. Elle n'avait pas survécu. Il y avait parmi les blessés M. Jacquet, qui avait été grièvement blessé pendant les bombardements de 40 ans. Il y avait aussi une demoiselle Vallée qui avait ramassé des balles dans la cuisse. J'étais juste à côté d'elle quand cela s'est arrivé. Ce sont les Américains qui les ont amenés par la suite. Nous avons vu les premiers Américains le 12 juin 1944, aussitôt après la libération de 40 ans. Le samedi 10 juin, un détachement d'Allemands avec des chevaux était venu en position en face de la ferme. Il y avait un Allemand à chaque arbre, mais comme je l'ai déjà dit, ils ont été anéantis lorsque les Américains ont fait un tir de barrage. Nous avons vu la débandade allemande et les soldats prenaient la direction du bourg de Méotis. À l'entrée de la cour, un soldat américain avait installé une mitrailleuse et tirait sur les Allemands qui fuyaient 40 ans. Il a descendu 5 ou 6 Allemands au même endroit. Nous avons été vraiment libérés le 13 juin au soir. Le contact avec les Américains s'est bien passé, mais nous avions d'autres soucis en tête, car la maison avait brûlé entre-temps. Nous pensons que ce sont les Allemands qui ont mis le feu, car nous avons découvert 2 obus allemands au phosphore dans les étables qui n'avaient pas explosé. C'est extraordinaire, c'est un coup de chance, car il y avait plein de monde dedans. La maison a commencé à brûler par le grenier, puis l'incendie s'est propagé au premier étage et a commencé à attaquer
les grosses poutres du plancher. Nous avons fait la queue avec des personnes portant des seaux d'eau et nous avons réussi à arrêter l'incendie comme ça. Le toit, le grenier et le premier étage avaient brûlé entièrement. Je revois encore le camion américain qui est venu chercher tous les blessés. Un deuxième camion a pris avec lui tous ceux qui voulaient être évacués. Ainsi, mes parents ont été transportés jusqu'à Fontenay. Moi, je suis restée dans la maison avec un homme de 40 ans, M. Vallée, qui avait amené toutes ses vaches à la maison. C'était un copain de mon père. Nous avons passé la nuit tous les deux dans la maison à côté lorsqu'en pleine nuit, nous avons été réveillés par un Allemand qui hurlait « Peppers, Peppers ». Nous avons regardé par la fenêtre et nous avons aperçu un Allemand qui partait en courant. Je me souviens d'une chose qui m'a marqué particulièrement. Avant que les civils soient évacués et juste après que les Allemands soient tués dans le champ d'en face, je suis allée y faire un tour avec un gendarme qui était réfugié chez nous. Il venait de Bretagne. Je n'ai malheureusement jamais su son nom. Il n'est jamais revenu nous voir après la guerre. Il portait son arme sur lui. Lorsque nous sommes passés près d'un Allemand blessé, nous avons vu ce dernier qui cherchait à prendre un pistolet qui se trouvait à portée de sa main. Le gendarme a sorti rapidement son pistolet et a abattu le soldat allemand sur le champ. Il n'a pas fait un pli. Je pense que si le gendarme ne l'avait pas vu, il nous aurait descendus. Ce sont les Américains qui ont ensuite ramassé, avec des camions, les soldats allemands morts. Les Américains ont ensuite fait, dans le champ d'en face, 2 grandes tranchées dans lesquelles ils ont enterré 40 vaches. Je dois avouer que je n'ai jamais eu peur des bombardements ni même des Allemands. Il me reste une anecdote qui a failli me coûter la vie. En effet, le dimanche 11 juin 1944, je venais d'atteler notre jument pour aller traire les vaches, car nous en avions beaucoup à ce moment-là, lorsqu'un Allemand est venu réquisitionner la charrette. Je ne voulais pas lui donner et le ton est monté. L'Allemand a commencé à mettre sa main sur son arme lorsque mon père a dit « Lâche-la !» Alors, l'Allemand a réquisitionné la jument et nous ne l'avons jamais revue. J'aime ces récits, et celui-là particulièrement. Son témoignage illustre la solidarité et l'espoir qui animaient les civils malgré les dangers et les incertitudes. C'est grâce à leur résilience et leur soutien indéfectible que les forces alliées ont pu tenir et avancer. Il existe bien d'autres témoignages et je vous invite à aller les recueillir en allant à la rencontre de ces personnes, comme hier matin, la présence de M. Elie Filosa, j'avais 10 ans à la Libération, ou bien en arpentant les plages du débarquement et les remarquables musées qui ont été construits en cette mémoire. Des milliers d'hommes doivent être honorés pour leur engagement et leur dévouement, pour les valeurs de paix, de liberté, pour continuer d'inspirer les générations futures. À Grosseuve, ce jour, nous nous souvenons de leur sacrifice et c'est celui de tous ceux qui ont combattu à leur côté. Aujourd'hui, alors que nous votons pour le 2e tour des élections législatives en France, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, l'avenir de notre pays semble une fois de plus suspendu à un fil. Nous nous retrouvons à un moment où les choix que nous faisons peuvent conduire notre nation et notre Europe vers des chemins incertains. Il y a 80 ans, beaucoup d'Allemands comme nous ici présents ne se doutaient pas que le vote qu'ils feraient, que le choix de la colère, de la haine, du désespoir pourrait plonger leur pays, leur continent dans le chaos. Il est crucial de se rappeler que chaque vote compte et que chaque décision politique peut entraîner des répercussions profondes et durables que nous n'avions pas imaginées. En ce lieu de mémoire, je souhaite que nous nous engagions à ne jamais oublier les leçons de cette guerre. Nous devons honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie en continuant à défendre les valeurs pour lesquelles ils se sont battus, la liberté, la démocratie et la paix.
que leurs sacrifices ne soient jamais oubliés et que leurs histoires continuent à nous inspirer. Ensemble, nous nous souvenons, ensemble nous nous honorons, ensemble nous promettons de construire un monde meilleur à la hauteur de leurs sacrifices. Vive la liberté, vive la paix. Merci à tous. Et maintenant, allons-nous en paix.